Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une vidéo qui explique comment préparer une analyse pour les bases de données et en le faisant en utilisant le diagramme d'entité-relation et le schéma relationnel. Alors, le premier élément est la plus importante de loin lorsque vous voulez développer est l'analyse initiale. Et je ne mettrai pas assez d'emphase là-dessus. Vous devez vraiment prendre votre temps pour analyser la situation, trouver toutes les informations, poser autant de questions que vous voulez pour être capable de faire l'analyse la plus claire et détaillée que possible. Sans cela, il est très facile de se dérouter et de développer quelque chose qui ne répond pas aux besoins du client. Donc, comment on va le faire? Une fois que l'analyse est complète, il faut regrouper ces informations-là, les structurer d'une façon où on peut déterminer quelles sont les entités, les composantes qui seront à l'intérieur de cette base de données et quelles sont leurs relations. Donc, on commence avec un diagramme entité-relation, mais on veut aussi développer un peu plus. Une fois que le diagramme est développé, on veut développer un schéma relationnel qui détermine non seulement les entités, mais aussi les champs et comment ils vont être connectés ou reliés ensemble. Bon, allons-y maintenant avec un diagramme d'entité-relation. Quels sont les éléments ou les étapes pour réaliser le diagramme? La première est de déterminer quelles sont les entités que vous allez avoir dans votre diagramme. À partir des analyses que vous avez faites, de clairement identifier les entités que vous allez avoir besoin. Ensuite, on va regarder quelles sont les relations entre ces éléments-là, suivies de la cardinalité. De cette façon-là, on essaie de déterminer quelle est la quantité ou déterminer le type de relation qu'on a. Et il y a trois possibilités. Une relation de 1 à 1, ce qui veut dire pour un enregistrement ou une information qu'on a dans une entité, on va seulement retrouver un et seulement une valeur équivalente dans l'autre entité. Ça arrive à l'occasion pour différentes raisons où on a besoin de cette structure. Le plus souvent, on va se retrouver avec une cardinalité de 1 à plusieurs. Pour une information qu'on retrouve dans une table, on peut la retrouver plusieurs fois dans l'entité reliée. Et il y a certaines occasions aussi, on va avoir des relations de plusieurs à plusieurs. Ça va créer des petits problèmes point de vue des bases de données relationnelles, mais il y a une façon très simple de régler ça et on va l'expliquer dans le diagramme. Et il y a l'option de l'optionnalité, ce qui veut dire que durant les opérations normales de la base de données, il est possible qu'une entité ne soit pas utilisée ou soit vide. Alors, normalement, quand on utilise une base de données, on va rentrer des données, on va les utiliser, on va faire des analyses, on va les développer. Mais dans certains cas, selon les informations de base qu'on a, il est possible qu'une table ou une entité soit vide. On va vous expliquer pourquoi. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer les symboles qu'on va retrouver dans le diagramme. Le premier, on va utiliser le rectangle pour déterminer les entités avec le nom de l'entité à l'intérieur. Ensuite, on va utiliser le losange pour déterminer le type de relation qu'on a entre les entités. Il va servir de faire la relation entre les entités et le terme qu'on va utiliser à l'intérieur du losange est toujours un verbe. Et il y a un autre symbole, je le garde pour un peu plus tard parce que je veux expliquer quelques éléments et je le garde secret pour l'instant. Je vais l'expliquer clairement un peu plus tard. Et il y a l'optionnalité. Alors, comme je mentionné auparavant, il est possible qu'une entité ait un contenu qui soit vide. Et dans le diagramme, on doit aussi le déterminer, l'informer. Alors, on va mettre un cercle sur la relation juste devant l'entité pour indiquer qu'il y a une possibilité que cette entité reste vide. Bon, prenons les informations qu'on a ici. C'est mon exemple classique de location d'automobile et vous avez quelques informations concernant la facture qu'on a ici. Alors, oui, j'ai des choix un peu luxueux en véhicule. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon exemple, je vais faire ce que je veux avec. Mais ce que vous devez vous concentrer et sur quoi vous devez analyser, c'est le contenu. Qu'est-ce que ces informations-là représentent pour le travail, pour notre analyse? Eh bien, je vais faire un petit tour de magie.
et j'ai pris les informations qu'on avait et je les ai regroupées ensemble. Si vous avez bien regardé, on avait des informations qui étaient spécifiques au client. On avait des informations qui étaient spécifiques à la facture comme telle. On a des informations sur qui a préparé la facture et bien sûr des informations sur le véhicule comme tel. Ça vous donne une petite idée des entités qu'on a ici. Pour aider un petit peu la cause, j'ai mis aussi les champs qui vont être inclus. Sauf que dans un diagramme d'entité-relation, on se concentre seulement sur les entités et non les champs. Donc, on va les retirer maintenant. Alors maintenant, on se concentre sur quel type de relation qu'on va avoir entre nos entités et on va utiliser le symbole de relation qu'on a. Alors, comme j'ai mentionné, à l'intérieur du losange, vous allez mettre le verbe qui décrit la relation qu'il y a entre les deux. Et il n'y a pas juste un verbe, il y a peut-être plusieurs verbes qu'il aurait pu faire ici. Alors, on génère une facture pour le client, on émet une facture au client à la fin de la location, on prépare. Alors, voyez-vous, il y a plusieurs termes qui auraient pu être utilisés. Alors, dans le cas d'employés et factures aussi, c'est la même situation. Mais vraiment, les employés préparent les factures qui seront remises aux clients. Et ces factures-là aussi incluent des informations sur les véhicules. Donc, c'est le terme que j'ai utilisé ici pour déterminer les relations. Encore une fois, ces trois relations utilisent des verbes pour décrire la relation. Bon, une chose que je dois déterminer concernant le diagramme qui a causé des problèmes avec les étudiants dans le passé est que vous devez suivre les règles suivantes. La première est qu'une entité ne peut apparaître qu'une seule fois à l'intérieur du diagramme. Alors, des fois, il y avait des diagrammes qui étaient un peu plus complexes et ça créait des problèmes pour les étudiants qui redoublaient les entités. Alors, s'il vous plaît, je veux seulement voir une entité une fois dans le diagramme. Et les termes qui relient les entités, comme j'ai mentionné, doivent être des verbes, mais aussi, toutes les entités doivent être reliées directement ou indirectement. Donc, je ne veux pas avoir une entité qui est tout seule dans le diagramme. Toutes les entités doivent être reliées. De plus, je ne veux pas avoir 2 ou 3 groupes indépendants. Ils doivent être reliés tous directement ou indirectement. Alors, si on regarde ici, j'ai une relation directe entre le client et facture. Mais je n'ai pas une relation directe entre client et employé ou client et véhicule. Je passe indirectement à travers facture pour voir les informations sur les employés et les véhicules qui ont été loués. Et ça fonctionne très bien. Alors, je vous donne un exemple. Sachant le numéro de référence du client, je suis capable de savoir quelle facture qui a été préparée et donc quel employé les a préparés. Ou quels sont les véhicules qui ont été loués pour cette facture et donc pour ce client. Alors, voyez-vous, même indirectement, je suis capable de trouver les informations. Alors, quand ça va être le temps de faire une analyse et de trouver quels véhicules ont été loués, à ce moment-là, je vais avoir besoin de la table facture pour faire la relation entre client et véhicule. Regardons la cardinalité. Quel est le type de relation qu'on a? Et pour vous rappeler, il y a 3 types de relations, de 1 à 1, de 1 à plusieurs et de plusieurs à plusieurs. Et de la manière qu'on détermine la relation, c'est en posant 2 questions. Pour un de ceux-ci, combien de cela? Et pour un de cela, combien de ceci? Pensez la quantité d'enregistrements ou d'événements qui sont possibles. Et il y a seulement 2 solutions possibles, soit un ou plusieurs. Avec ces informations, on va essayer de déterminer les relations, premièrement, entre client et facture. Et donc, on pose les questions. Pour un client, il peut générer combien de factures? Alors, avec le temps, potentiellement, un client peut déterminer combien de factures. Et je répète, il y a seulement 2 possibilités, soit un ou plusieurs. En fait, j'espère que le client va revenir plusieurs fois et donc, on va générer plusieurs factures pour lui. Mais là, on pose la question à l'inverse. Pour une facture, peut être générée pour combien de clients potentiellement? Et j'espère que vous allez répondre que la réponse est 1. Alors, une facture est déterminée absolument pour un client en particulier. Je ne veux pas me retrouver avec un numéro de facture qui est relié à 25 clients différents. Je ne serai pas capable de gérer. Une facture pour un client. Donc, on regarde de chaque côté quelle est la plus grande valeur possible. Du côté gauche, la plus grande, c'est 1.
Du côté droit, le plus grand, c'est n ou plusieurs. Donc, on a une relation de 1 à plusieurs. Et c'est qu'est-ce qu'on va indiquer dans notre diagramme. Alors, voyez-vous, on a 1 du côté de client et plusieurs du côté de facture. Alors, répétons la même situation entre facture et employé. Un employé va préparer combien de factures? Potentiellement une ou plusieurs? J'espère que vous allez répondre plusieurs, parce que sinon, s'il faut qu'on engage un employé à chaque fois qu'il a terminé une facture, ça va nous coûter cher. Alors, on pose la question maintenant dans le sens contraire. Une facture peut être potentiellement préparée par, et voyez-vous, j'ai réutilisé le terme préparé, mais dans le sens inverse. Et c'est possible dans ce cas-ci que plusieurs personnes aient préparé la facture. Mais pour les besoins de cet exemple, on va seulement dire un. Dans la structure ou dans l'analyse que vous allez faire, peut-être qu'il y a plusieurs étapes et donc plusieurs employés pourraient intervenir. Mais pour l'exemple ici, on veut simplifier les choses. On regarde à la gauche, le plus gros qu'on a, c'est 1 et à la droite, le plus gros qu'on a, c'est n. Donc, encore une fois, on a une relation de 1 à plusieurs. Et c'est qu'est-ce qu'on va indiquer sur notre diagramme. Ensuite, on revient pour la relation entre facture et véhicule. Une facture pourrait inclure potentiellement une ou plusieurs véhicules. Et la réponse est plusieurs. Oui, une facture peut contenir plusieurs véhicules. Par exemple, j'ai un client d'une compagnie qui veut louer plusieurs camionnettes pour un déménagement. Il y a un mariage et on veut louer plusieurs limousines ou véhicules de luxe. Alors, c'est deux possibilités où on pourrait retrouver une personne ou un client qui désire réserver plusieurs véhicules en même temps. Et maintenant, on pose la question dans le sens inverse. Un véhicule peut être inclus ou faire partie de potentiellement combien de factures? Seulement une ou plusieurs? Bien, j'espère être capable de louer mon véhicule plusieurs fois. Donc, c'est 1 à n dans ce cas-ci. Bon, regardons encore une fois de chaque côté de notre relation et on voit ici que le plus grand du côté gauche, c'est n et du côté droit, c'est aussi n. Donc, on se retrouve avec une relation de plusieurs à plusieurs. Et c'est qu'est-ce qu'on va indiquer dans notre diagramme. Bon, et c'est là que les choses commencent à être intéressantes. Comme j'ai mentionné, quand on a des relations à plusieurs, ça crée des petits problèmes pour la structure des bases de données relationnelles. Et ce qu'on doit changer quelque chose ici. La relation entre les deux tables va changer et on va inclure le nouveau symbole que j'ai mentionné qui est une entité composée. Alors, c'est une entité comme les autres, mais qui va être composée d'informations qui se retrouvent dans la table facture et véhicule. Et quand ça va être le temps de parler du schéma relationnel, j'allais en plus de détails. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dès que vous avez une relation de plusieurs à plusieurs, automatiquement, vous allez créer une entité composée entre les deux et les relations vont aussi changer pour une relation de 1 à plusieurs entre la première entité et l'entité composée et de 1 à plusieurs entre le véhicule et l'entité composée aussi. Donc, c'est la chose que vous devez faire attention. Dès que vous avez une relation de plusieurs à plusieurs entre deux entités, vous savez que vous allez avoir une entité composée. Bon, comme tel, le diagramme est presque terminé. Il reste la dernière étape qui est celle de l'optionnalité. Alors, il faut déterminer si la base de données pourrait continuer à travailler même si le contenu d'une de ces tables-là serait vide. Bon, regardons ça. Est-ce que je peux générer des factures si j'ai aucun client? Non, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que je peux avoir un système qui n'a pas d'employés? Non, même juste le propriétaire de l'entreprise, ce serait un employé. Alors, par défaut, il y aurait au moins un employé. Bon, est-ce que je peux louer des véhicules sans véhicule? Non, non plus. Alors, véhicule non plus. Et donc, il me faut aussi des factures pour être capable de donner au client à la fin de la location. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a absolument aucune entité qui pourrait être vide. Alors, on a vérifié et maintenant, on sait que le diagramme entité-relation est terminé. Voici à quoi devrait ressembler votre diagramme à la fin de l'analyse. Bon, passons à la prochaine étape qui consiste de parler du schéma relationnel. Et quelles sont les étapes?
La première étape est de déterminer les clés primaires qu'on va avoir dans les différentes entités ou les différentes tables de notre schéma. Ensuite, on va déterminer les clés étrangères, les clés externes ou les clés lointaines. C'est des termes qui décrivent la même chose. Et aussi, on va parler de la normalisation. Ce sont un test qu'on va faire pour s'assurer que les champs soient dans les bonnes tables. Et on va vérifier en utilisant les 3 premières formes normales. Il y a plus de formes normales que ça, mais pour les besoins du travail, on va se concentrer sur les 3 premières seulement. Bon, maintenant, une définition pour qu'est-ce qu'une clé primaire? C'est un champ ou une série de champs qui permet de distinguer les enregistrements les uns des autres. L'information qui est dans ce champ est distincte d'un enregistrement à un autre. Alors, prenons un exemple ici. Vous avez le champ numéro de série. Il n'y aura pas 2 objets qui ont le même numéro, ou 2 personnes qui ont le même numéro d'assurance sociale, ou 2 employés avec le même numéro d'employé, ou 2 factures avec le même numéro aussi. Alors, ça vous aide à déterminer qu'est-ce qu'une clé primaire. L'information qui est à l'intérieur est distincte, mais aussi il faut qu'il y ait un contenu. Vous ne pouvez pas avoir un champ de clé primaire qui est vide. Donc, les 2 caractéristiques doivent être uniques et doivent avoir du contenu. Puisqu'on parle de base de données relationnelle, on va faire une relation entre la clé primaire d'une table à une clé étrangère, une clé externe ou une clé lointaine d'une autre table. Et donc, c'est un champ qui nous permet de relier une entité, une table, à la clé primaire de l'autre entité. Et la relation est seulement possible si les 2 champs ont le même contenu. Alors, je trouve le numéro de client dans la table de client. Je vais être capable de faire la relation seulement si je trouve le numéro de client parmi mes factures. Revenons à notre diagramme qu'on avait préparé et j'ai fait un petit changement ici. Au lieu d'avoir entité composée, je lui ai donné un nom à notre nouvelle table, à notre nouvelle entité et on peut déterminer l'appeler de différentes façons. Vous pourriez l'appeler facture véhicule parce que c'est l'intermédiaire entre les deux, mais j'ai l'habitude de l'appeler les items de la facture ou les lignes de la facture. Et vous avez tous les champs qu'on a mentionnés, qu'on a analysés auparavant, mais là, il faut déterminer les clés primaires. Qu'est-ce qui ferait un bon champ pour une clé primaire? Regardons dans Client. Je pourrais utiliser le nom de famille comme clé primaire, sauf que très rapidement, je pourrais avoir 2-3 personnes avec le même nom de famille qui viennent louer à l'entreprise. Alors, ce n'est pas suffisant. Est-ce que je pourrais utiliser leur numéro de téléphone? Si c'est le numéro de téléphone de la compagnie, ce n'est pas vraiment intéressant. Ça va être difficile de retrouver la personne qui a loué. L'adresse de courriel? Oui, ça pourrait peut-être faire, mais encore une fois, ça pourrait être une adresse de compagnie. Donc, ici, je pourrais aussi faire une combinaison. Utiliser le nom et le prénom, parce que j'ai mentionné qu'une clé primaire peut être une combinaison de champs. Et donc, je pourrais prendre le nom et prénom. Ça ne prendra pas trop de temps non plus que vous allez avoir des personnes qui s'appellent Jean Tremblay qui vont venir louer des véhicules. Alors, c'est pas vraiment la bonne chose. Je pourrais ajouter l'adresse, ça serait distinct et ça fonctionnerait, mais il faudrait toujours que je rentre ces informations-là pour chacun d'eux. Des fois, c'est beaucoup plus facile tout simplement de créer une clé primaire qui est distincte. Et donc, dans ce cas-ci, je vais tout simplement ajouter un numéro de client. Ça va être un peu plus simple pour le travail et pour la gestion. Et on pourra générer ce numéro-là automatiquement aussi. Un autre avantage pour utiliser un numéro de client. Regardons pour les autres tables. Numéro de facture, vraiment, c'est déjà déterminé. C'est tellement facile à identifier. Et j'ai aussi ajouté un numéro d'employé pour être capable de le différencier. Et j'ai fait la même distinction pour véhicule. Pour faciliter les choses, j'ai utilisé des numéros, véhicule numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et je pourrais faire un suivi dessus plus facilement comme ça. Je pourrais utiliser une combinaison aussi, dire véhicule sport numéro 1, véhicule utilitaire numéro 5, camionnette numéro 3. Vous voyez, j'aurais pu faire ça, mais dans ce cas-ci, je vais juste utiliser un numéro. Ensuite, il reste la table intermédiaire qu'on n'a pas discutée encore et c'est là qu'on va ajouter la clé primaire. Et dans ce cas-ci, on n'a vraiment pas le choix. Quand on parle d'entité composée, la clé primaire
est au minimum composé de la clé primaire des deux tables qu'on rejoint. Pour la clé primaire ne sera pas seulement un champ. Ça va être et le numéro de facture et le numéro de véhicule. Parce que je peux dire facture numéro 1, véhicule numéro 1. Facture numéro 1, véhicule numéro 2. Ça serait encore pertinent pour la première facture. Et je reviens à facture numéro 2, véhicule numéro 1. Et c'est distinct de la première facture qu'on a regardée parce qu'on a facture numéro 1. Oui, on a loué le véhicule numéro 1. Mais pour la facture numéro 2, on a encore loué le véhicule numéro 1, mais sur une facture différente. Dans ce cas-ci, la clé est distincte entre les deux, même si c'est une clé primaire composée de deux champs. En plus de ça, il est très possible dans certaines situations que vous allez avoir des champs supplémentaires en dessous, dépendant de l'analyse que vous allez faire. Pour l'instant, on se tient à ceci, on fait juste déterminer les clés primaires. Bon, maintenant, essayons de placer les clés étrangères. Alors, ce sont les champs qu'on va ajouter qui vont nous permettre de faire des relations entre les tables. Alors, je reviens à mon schéma relationnel et vous voyez ici au bas, ce que vous devez déterminer, c'est que quand vous voyez le 1, c'est toujours que vous allez faire la relation à partir de la clé primaire vers la clé étrangère qui va être sur l'autre table. À chaque fois que vous voyez 1, c'est toujours du côté de la clé primaire. On va faire l'analyse ici en regardant avec le numéro de client et le numéro d'employé. Alors, voici le type de relation qu'on devrait faire. On va ajouter à la table facture un autre champ que ça va s'appeler numéro de client et numéro d'employé qui va nous permettre de faire la relation entre client et employé. Alors, à chaque fois maintenant qu'on va rentrer un numéro de client dans facture, on pourra avoir une relation à la table des clients pour une valeur identique. Alors, si je cherchais le client numéro 5 dans facture, eh bien, avec la relation, je pourrais aller voir les informations pertinentes au client numéro 5 de la table client. Et c'est la même chose pour les numéros d'employés ici. Bon, maintenant, pour la clé composée ici, encore une fois, on a vu les 1. C'est toujours de la clé primaire vers la clé primaire composée. Et donc, c'est possible, comme j'ai donné dans l'exemple auparavant, que pour un même numéro de facture, on ait plusieurs véhicules sur une même facture. Facture numéro 1, véhicule numéro 1 et 2. C'est la même chose pour les véhicules aussi. Donc, c'est la structure qu'on va avoir pour les entités composées. Il est possible qu'on rentre plusieurs fois une même information dans une partie de la clé, mais pas l'entité de la clé. Bon, une chose que j'ai oublié de mentionner dès le départ est que pour les clés primaires, pour les distinguer des autres champs de votre table, que ce soit un champ normal ou une clé étrangère, pour les clés primaires, s'il vous plaît, vous devez toujours les souligner et de préférence les mettre en gras aussi. Alors, quand vous allez faire votre analyse, je veux voir les clés primaires soulignées. Sinon, vous allez perdre des points. Alors, parlons de la normalisation maintenant. Alors, ce sont des tests qu'on passe à la base de données pour déterminer s'ils répondent aux besoins pour éviter au maximum les redondances. Alors, la première forme normale, c'est les règles d'atomicité. On veut qu'à l'intérieur d'un champ, on ait le minimum d'informations pertinentes. On ne veut pas un regroupement d'informations. Chaque champ doit représenter un seul contenu et pas plusieurs. L'exemple classique qu'on voit, l'erreur classique, est de voir dans un champ le nom et le prénom. Ce sont deux informations distinctes. Et je vous donne un exemple. Jean-Paul. Un est le prénom, l'autre est le nom de famille. Pouvez-vous me dire lequel? Si vous l'avez structuré de la façon correcte avec un champ pour le prénom et un champ pour le nom, oui, vous allez être capable de le faire. Aussi pour les adresses, des fois, il est plus intéressant de mettre le numéro civique et le nom de la rue de façon distincte. Et bien sûr, le nom de la ville, le code postal aussi serait dans des champs distincts. Alors, c'est la première règle à suivre pour l'atomicité. Un champ représente seulement un contenu. Et vous devez restructurer si vous avez besoin d'ajouter des champs supplémentaires. Le second test est pour les entités composées. Et on veut éviter les dépendances partielles.
Ce qu'on veut dire ici, c'est pour notre entité composée, c'est que tous les champs supplémentaires qu'on peut ajouter doivent être dépendants de toutes les composantes de la clé primaire composée. Alors, si elle est seulement dépendante d'un des éléments de la clé, le champ n'est pas au bon endroit et il faudra le déplacer. Et la dernière, les dépendances transitives, ce sont pour toutes les autres entités, toutes les autres tables. Il faut s'assurer que tous les champs soient dépendants de la clé primaire. S'ils ne sont pas dépendants de cette clé primaire-là, ils ont besoin d'être déplacés dans une autre table ou de créer une autre table pour gérer les informations. Alors maintenant, on va prendre ces trois formes-là, on va les appliquer à notre diagramme ici. La première chose à vérifier, c'est l'atomicité. Mais on ne peut pas le faire avec le schéma relationnel. Il faut vraiment le regarder à partir des données crues que vous allez rentrer. Et à partir des données que vous allez constater que peut-être vous avez besoin d'ajouter des champs à votre structure. Dans ce cas-ci, on n'aura pas besoin de le faire. Bon, la deuxième forme normale consiste à s'assurer que les champs de notre table composée, les champs de notre entité composée, dépendent au complet de la clé primaire. On n'a pas de champ en ce moment, alors on s'évite cette situation-là. Bon, regardons la troisième forme normale et c'est de s'assurer que les champs que vous avez sont dépendants de la clé primaire. Alors regardons pour client. Toutes les informations qui sont là sont vraiment dépendantes de la clé primaire pour client. Pour employer, la même chose. Bon, facture, on a facture date. Alors oui, c'est vraiment relié à la date où on a préparé la facture. Et pour les besoins de relation, on a besoin de vraiment savoir le numéro de client et le numéro d'employé. Donc, c'est tout à fait normal. Entité, item et ligne, on vient de la voir, c'est une entité composée. Regardons véhicule. Est-ce que tous les champs qui sont là sont dépendants de véhicule? Bon, le numéro de véhicule, d'accord. Le modèle, ça va. Le kilométrage au début, quand on fait notre location, on a besoin de suivre le kilométrage. Alors ça va. Le kilométrage à la fin, non, pas vraiment. Ça devrait vraiment être relié à item ligne, à savoir quand on a loué le véhicule, quand est-ce qu'il va revenir. Et la même chose pour date de début et date de fin de location du véhicule. Et la même chose pour le total de la location. Le tarif, vraiment, on peut le garder avec véhicule parce qu'on veut savoir à combien on va louer ce véhicule-là. Donc, il y a des petits ajustements à faire ici. Et voilà. Donc, on voit qu'on a ajouté des items à la table, les lignes de la facture ou les items de la facture. Dans ce cas-ci, on a besoin de savoir le kilométrage au début et à la fin, la date de début et de fin de location et quel va être le total. Et c'est de cette façon que la normalisation nous a permis de trouver une situation qu'il fallait clarifier. Pour votre travail, vous devrez me remettre votre diagramme entité-relation en plus du schéma relationnel que vous avez ici.